présenter, professeur Parker. Voilà, donc merci d'être connecté et puis d'avoir patienté un petit peu. On est avec Rafik Mansouri et Amélie Chabrier pour à la fois le centre de référence maladies rares CEMAVEM et la filière Neurosphinx. Fabrice Parker, donc je dirige le service de neurochirurgie de Bicêtre et je coordonne le centre de référence CEMAVEM qui s'inscrit, vous le savez, dans le cadre de cette filière. On a voulu avec Madou Gilanton pouvoir répondre à un certain nombre de questions qui peuvent vous venir, notamment un petit peu dans les suites de cette demi-journée qu'on avait organisée dans le cadre du congrès de la Société française de neurochirurgie à Nice. Voilà, c'était des communications qui étaient très, très chirurgicales, très techniques. Et je crois qu'il y a quelques questions qui, bien naturellement, sont posées. Donc merci à Rafik Mansouri et Amélie Chabrier qui sont, comme on dirait, à la régie. Et donc on peut commencer peut-être d'emblée par les questions-réponses, si vous le voulez. Et merci d'être présent. Merci en tout cas d'être présent ce soir avec nous. Donc j'ai reçu quelques questions déjà. Et n'hésitez pas à le faire dans le chat puisque Rafik va au fur et à mesure relever les questions qui arrivent dans le chat. Alors tout d'abord une question, c'est définir qu'est-ce qu'un échec en termes neurochirurgicaux en fait, parce que l'appréciation des patients qui est un ressenti par rapport à l'appréciation des neurochirurgiens est parfois différente. Alors Fabrice, on pourrait peut-être donner une définition simple de l'échec neurochirurgical. Alors, bon, c'est vrai que l'échec, c'est, je dirais, quand il y a des objectifs et que les objectifs ne sont pas atteints. Je dirais que le malade, le patient, il vient avec des objectifs et puis au terme de la prise en charge chirurgicale ou médicale, il regarde si les objectifs ils sont atteints ou ils ne sont pas atteints. Et du côté du chirurgien, c'est pareil. On se fixe des objectifs, par exemple décomprimer une charnière, reconstituer une citerne derrière et au-dessous des amygdales cérébelleuses et affaisser une cavité syringomyélique. Et puis, on va regarder à terme si nos objectifs ils ont été atteints ou pas atteints. S'ils ne sont pas atteints, on peut parler d'échec. Alors c'est vrai que l'échec est a priori tout de même différent de la complication. La complication étant un événement indésirable non attendu qui vient rajouter son poids et des problématiques à la prise en charge. Alors, dans le cadre d'une enquête que nous avions fait, nous, au sein de l'APZ, en parallèle de ce qui a été mené comme travail au Kremlin-Bicêtre, parce que le travail au Kremlin-Bicêtre, en fait, ça a été de reprendre les dossiers des patients sur un certain nombre d'années et de voir le nombre de patients qui, justement, n'avaient pas répondu à l'attente du chirurgien. Nous avions dans le même temps fait une enquête auquel nombre d'entre vous ont répondu au mois de mai l'année dernière. Et sur 133, je voulais remettre un petit peu en perspective les chiffres. L'enquête est sur notre site. Sur 133 personnes opérées, il y avait 28% des patients qui considéraient qu'ils avaient eu un échec. Mais sur ces 28% de patients, il n'y avait qu'un tiers qui avait été réopéré. Donc déjà, on diminuait le nombre et effectivement, il sortait 14% de patients qui avaient été opérés 3 fois. Et 14% de patients sur 133 patients, ça faisait 2 patients. Et un patient, 7%, avait été opéré une fois et ça faisait un patient. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait plus de personnes souffrant de syringomyélie d'une part ou ayant d'autres pathologies associées d'autre part qui disaient avoir un échec neurochirurgical. Et que nous avions dans les raisons évoquées pour l'échec les mêmes raisons que pour les raisons évoquées dans la réussite. Donc c'est vrai que c'est là qu'on voit que c'est un ressenti et que c'est une appréciation. Mais bien sûr, on est bien conscient du fait que des patients gardent des symptômes, peuvent garder des symptômes même après une intervention. Et en particulier là, ce qui sortait, les patients qui avaient des syringomyélies associées. Alors, on attaque tout de suite les questions. Oui. Rafik, comment on fait pour les voir, les Alors, questions? j'en ai deux là, puis elles sont en train d'arriver autrement. Donc, on va regarder un petit peu. Moi, je vois une question. Faut-il faire des IRM régulièrement pour une syringomyélie?
Alors déjà, je dirais qu'il faut faire un petit peu la différence entre ce qu'on appelle un reliquat de canal centro-épandymère et une vraie syringomyélie. Le reliquat de canal centro-épandymère étant vraiment un tout petit rond de très petite taille au milieu de la moelle épinière et qui en gros va pas évoluer mais peut entraîner un petit peu de manifestation bien entendu. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on fait une, deux, voire trois IRM, et puis une fois qu'on a la confirmation qu'il n'y a pas d'évolution, à ce moment-là, on peut très bien ne pas faire d'IRM d'année en année. Pour une syringomyélie qui est bien stabilisée, c'est vrai que les recommandations seraient plutôt de faire une IRM, par exemple à 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, que ce calendrier de suivi en imagerie, il est adaptable à la problématique clinique et en cas de handicap et en cas de situation un petit peu moins stabilisée, à ce moment-là, c'est parfois vers un contrôle annuel qu'on se tourne assez souvent. Mado. Oui, alors effectivement, c'est une question qu'on a très souvent. Et dans notre enquête, justement, nous avions posé, alors, on parlait bien sûr de Chiari, hein, dans l'enquête, pas uniquement de syringomyélie, Chiari isolé, Chiari avec syringomyélie. Et dans notre enquête, effectivement, il apparaissait quand même un certain nombre de patients, puisqu'on était à 35% de patients qui n'avaient eu soit pas de contrôle post-opératoire, soit qu'un seul contrôle post-opératoire. Et c'est une question qu'on a souvent, et effectivement, où j'ai des personnes qui m'interpellent, moi, 5 ans après avoir été opérées, qui ont des symptômes qui réapparaissent, des fois des symptômes assez bruyants, et qui n'ont eu en fait qu'un contrôle. Moi, je ne sais pas si le conseil est bon de demander de faire un autre contrôle à 5 ans, à ce moment-là. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc effectivement, il y a quand même des protocoles à respecter, comme le disait Fabrice. Donc on a une question là, c'est Brigitte qui a posé la question, par quel mécanisme peuvent entraîner une syringomyélie après une intervention sur un Chiari simple? Donc là c'est une conséquence. Typiquement, est-ce que ça c'est un échec neurochirurgical ou c'est le développement d'une séquelle? Oui, c'est un échec et à la limite c'est presque une complication. Mais alors ça c'est quelque chose auquel on a été confronté en fait relativement récemment ces dernières années, en particulier donc dans les situations où il y a une malformation de Chiari au départ sans syringomyélie, où il y a une intervention de décompression et où va apparaître dans les suites une syringomyélie. Donc on peut se poser bien entendu la question de savoir pourquoi est-ce que cela se développe ainsi. Alors dans le cadre des interventions pour Chiari, l'objectif est de réduire beaucoup les complications qui sont relativement rares néanmoins, et donc peut-être de faire une décompression un petit peu moins complète que si il s'agissait d'une malformation de Chiari avec syringomyélie. Et alors, il faut bien voir qu'il y a des contraintes à l'écoulement du liquide cérébrospinal du fait de la malformation de Chiari, qu'à chaque fois que le cœur bat, le liquide va se déplacer vers le bas en systole, dans le canal rachidien, vers le haut en diastole, vers le crâne. Et que dans le cas d'un Chiari, le liquide circule, mais il circule moins bien, mais de façon, entre guillemets, ralentie, mais équilibrée. Et que l'intervention peut, dans quelques cas, induire une amélioration de la circulation du liquide au niveau de la jonction crânio-cervicale, mais avec un petit déséquilibre de flux. Sous-entendu, ça circule mieux dans le sens descendant, mieux dans le sens ascendant, mais moins bien dans le sens ascendant que dans le sens descendant. Et là, il peut y avoir un effet un petit peu indirect de favorisation du développement d'une syringomyélie qui est heureusement un phénomène très rare, puisqu'on n'en a, nous, colligé que 4 ou 5 patients. Mais c'est vrai que c'est un élément qui mérite d'être souligné et qui va dans le sens quand même d'une intervention un petit peu plus complète
que ce soit pour les caries syringomyéliques que pour les caries isolées. Alors, dans ce sens-là, ce qu'on a vu aussi dans l'enquête, c'est qu'il y avait plus de personnes qui avaient un ressenti d'échec quand ils avaient eu une décompression simple. Est-ce que ça peut s'expliquer? Est-ce que c'est vu ça au niveau neurochirurgical aussi? Oui, c'est-à-dire que tout ça, ça vient un petit peu de la notion de dédoublement de Durmer versus plastie de Durmer. Et c'est vrai que dans le sous-groupe pédiatrique, il y a une méninge, une Durmer qui est élastique, et du fait de cette propriété, il est possible de la dédoubler sans l'ouvrir complètement, et ainsi on a une réexpansion. Et on ne sait jamais tout à fait très bien si la réexpansion va être suffisante pour faire régresser la totalité des symptômes. Et l'intérêt de ne faire qu'un dédoublement plutôt qu'une ouverture et une plastie durale d'agrandissement, c'est qu'on va réduire un petit peu le risque de complications. La première des complications étant la méningocèle, qui peut conduire éventuellement à réintervention. Donc, si on décomprime un petit peu moins, on sait qu'on va avoir un petit peu plus de persistance de symptômes, alors que dans l'autre groupe, on aura peut-être plus souvent une amélioration complète sur les symptômes, mais un petit peu plus souvent de méningocèle. Donc c'est un petit peu la balance, hein, toujours bénéfice-risque. Alors c'est intéressant de parler de méningocèle, parce que ça c'est une question qu'on a très fréquemment. Personnes qui hésitent à se faire opérer ont peur du méningocèle. Quels sont les risques en fait d'un méningocèle? Alors déjà, le plus souvent, quand on a une petite collection de liquide céphalorachidien à l'extérieur de la méninge, le plus souvent c'est sans traduction clinique aucune. Et c'est là un petit peu où il peut y avoir, je dirais, une mauvaise compréhension entre les deux personnes qui sont de part et d'autre de la table en consultation, parce que le chirurgien a une certaine habitude de voir des gens qui vont très bien et qui ont de méningocèle, mais en revanche, dans un certain nombre de cas, ça peut être assez mal toléré. Et c'est vrai que ça entraîne des maux de tête, notamment quand on change de position, et les gens le savent bien, hein, qu'ils ont une poche de liquide éventuellement qui est palpable ou pas palpable, perceptible ou pas perceptible, mais lorsqu'elle est perceptible, elle est perceptible avec des changements de position, en particulier plus marqués, notamment le matin au réveil, parce qu'on n'a pas été debout et parce que le liquide ne s'est pas suffisamment drainé. Donc ça entraîne un petit peu de douleur nucale positionnelle, un petit peu de maux de tête, mais aussi et surtout une espèce de plus grande fatigabilité, avec une espèce un petit peu, je dirais, d'inappétence intellectuelle. On est un peu à plat, quoi. Pour le faire court, on est un peu à plat. Donc c'est vrai qu'il y a des méningocèles qui sont source de symptômes, et puis certaines méningocèles sont aussi source de persistance de la syringomyélie, que nous on va analyser à ce moment-là comme un échec, c'est-à-dire que l'objectif étant d'avoir une diminution de la cavité syringomyélique. On sait que quand il y a une méningocèle, cette bonne réponse va être un petit peu moins fréquente. Et à ce moment-là, il y a une possibilité de réintervenir? Alors déjà, on peut essayer de faire des petits bandages, pansements compressifs, foulards, pendant une dizaine de jours et puis le répéter une ou deux fois. On peut reprendre un petit peu en hospitalisation pour faire une ponction lombaire soustractive pour affaisser et repartir sur des pansements compressifs. On peut attendre, et il y a un pourcentage, peut-être de l'ordre de 20-25% de personnes avec méningocèle qui, grâce à des petits moyens entre guillemets non chirurgicaux, vont voir la méningocèle complètement disparaître avec le temps. Sinon, oui, il y a moyen effectivement de pouvoir réintervenir pour compléter l'étanchéité de la méninge. Très bien. On a une autre question. Alors, je vois Stéphanie qui pose la question, y a-t-il un âge minimum pour se faire opérer? Ma fille a 6 ans. Je pense qu'on reprogrammera pour les enfants, mais on peut néanmoins répondre à la question.
Voilà, donc là les collègues de neurochirurgie pédiatrique ont l'habitude d'intervenir, même plus précocement bien sûr, et tout dépend un petit peu des symptômes, tout dépend de l'évolution, mais 6 ans c'est un âge, je dirais, habituel pour une équipe de neurochirurgie pédiatrique pour intervenir. Après, souvent, quand on prend, enfin, par expérience, quand vous me contactez, vous prenez un rendez-vous chez un neurochirurgien pour un enfant, ça ne veut pas dire qu'automatiquement il va être opéré. Et c'est pour l'adulte d'ailleurs aussi. D'ailleurs, ce serait intéressant d'évoquer le fait qu'il y a des images qui sont interprétées comme des caries par les radiologues et qui parfois... bien sûr, les patients prennent rendez-vous dans les centres de référence ou de compétences, on leur dit que ça n'en est pas un. Et c'est vrai que parfois c'est assez incompréhensible. Il y a une erreur d'interprétation parfois, c'est à noter ça, sur les malformations de caries. Oui, c'est vrai qu'on a toute une partie de l'activité de consultation qui est de repréciser un petit peu le cadre diagnostique. Il y a cette histoire de canal centro-épendymère versus syringomyélie, et puis de vraies malformations de Chiari avec ce qu'on dénomme, nous, oblitération foraminale, c'est-à-dire que c'est plein, et que du coup on comprend qu'il y a une véritable gêne, ou bien à l'inverse, une situation où au fond les amygdales cérébelleuses vont juste affleurer la ligne qui définit le foramen magnum, le trou occipital, alors que par ailleurs il y a une bonne citerne au-dessous des amygdales, et puis une circulation de liquide qui n'est pas véritablement problématique. Alors bon, certains vont dénommer cette situation Chiari 0. Moi j'aime pas très bien pas tellement parce que ou bien on a une malformation de Chiari ou bien on n'en a pas, mais voilà. Et puis après il y a d'autres situations où ce sont des Chiari qui sont secondaires, par exemple une hypertension intracrânienne, mais ça c'est vraiment une autre situation. Alors moi je vois une autre question, Nadège. Bonjour, peut-on vivre sans cette opération? Alors moi j'aime bien cette question parce que oui c'est clair, on peut vivre et vivre très bien sans cette opération. Bien entendu, l'opération elle est là uniquement pour essayer de soulager des symptômes qui deviennent par trop importants. Mais c'est vrai aussi que par expérience, on voit bien les gens qui ont cette malformation, ils vont s'habituer à leurs symptômes, à leurs gènes, à leurs douleurs, et voilà, un petit peu s'endurcir, et puis aussi peut-être un petit peu se fatiguer à la longue, et puis vivre avec cette gêne. Et moi je dis souvent que si on prenait la gêne qui est la vôtre, et puis que si on la mettait sur mes épaules ou les épaules de Rafik, on serait quand même très très surpris, et on dirait certainement enlevez-moi ça rapidement, quoi. Alors bon, on a tous des exemples autour de nous, et moi je reconnais que dans mon entourage, là, il y a eu la sœur de mon gendre chez laquelle on a découvert cette situation-là, et qui avait des symptômes que moi j'étais un petit peu inquiet pour elle, un peu effaré de voir qu'elle était arrivée à supporter des manifestations neurologiques intermittentes assez fortes, simplement parce qu'elle s'était un petit peu endurcie. Et c'est vrai que... Alors sinon il y a des gens qui, alors, à l'inverse, vont avoir aucune espèce de gêne, alors qu'ils ont une manifestation, alors qu'ils ont une image de vrai Chiari qui peut nous interpeller en disant « Oh là, mais quand on voit l'image, on dit la personne doit être gênée. » Puis en fait, on voit la personne qui a une vie tout à fait normale, qui n'a aucun symptôme. Parfait. C'est vrai que ça peut être source de difficultés, en particulier si la personne vous demande un certificat médical l'autorisant à faire du rugby. Là, on se dit « Oh là là, peut-être pas quand même, quoi. » Mais on peut parfaitement vivre sans l'opération, ça c'est tout à fait clair. Après, il y a des personnes qui vont accepter des symptômes, qui vont être gênés, par exemple, 1 ou 2 jours, tous les 15 jours ou tous les 2 mois. Et à ce moment-là, un suivi est quand même utile pour vérifier que, par ailleurs, il n'y ait pas de dégradation, quoi. Alors, est-ce que c'est différent entre une syringomyélie isolée, une malformation de Chiari isolée et une malformation de Chiari avec syringomyélie?
Alors, oui, je dirais que dans les deux cas, c'est bien d'être suivi, mais s'il y a une cavité syringomyélique, le risque, hein, c'est qu'elle devienne un petit peu évolutive, et si elle est évolutive, elle finira quand même inexorablement par entraîner des gènes neurologiques, sous-entendu des déficits, une petite fragilité au niveau de la pince pouce-index, lâchage d'objets, difficulté pour boutonner, et puis si on laisse les choses évoluer, éventuellement davantage. Donc c'est vrai qu'on sera plus attentif et on demandera plus de rigueur dans le suivi sur les syringomyélies foraminales que sur les chiaries isolées. On avait aussi eu une question qui était quant au risque quand il y a une association en fait. Hein. Sophie nous posait la question, lors d'une intervention de décompression, quand on se rend compte qu'il y a une arachnoïdite fibreuse et adhésive, cela peut-il expliquer des symptômes encore très présents après l'intervention, perte de sensibilité dans les jambes, mains et bras, fourmillements, sensation sciatique, rhupralgie, alors que l'IRM lombaire, il n'y a pas de pincement ou d'hernie, une grosse fatigue, des sensations de brûlure sur une partie de la colonne vertébrale. Est-ce que le fait d'avoir une arachnoïdite conjointe, en quelque sorte, est un facteur de risque supplémentaire de séquelles? Alors oui, alors il y a arachnoïdite et arachnoïdite, mais les vraies arachnoïdites, hein, c'est plus compliqué. Et les gens sont plus dans la souffrance et on est plus dans la difficulté, nous, pour les prendre en charge. Alors, il y a différents types d'arachnoïdite. Il y a, par exemple, lorsqu'il y a un traumatisme obstétrical au moment de la naissance, que le bébé est sorti avec les forceps, eh bien, il peut y avoir un petit saignement, un petit peu d'hémorragie au niveau de la nuque, et ça peut faire le lit d'une arachnoïdite, ce qui fait qu'à ce moment-là, ça se traduit par le fait qu'il y a une malformation de Chiari qui n'est pas très importante, mais il peut y avoir beaucoup de symptômes, et une malformation de Chiari pas majeure avec une grosse syringomyélie. Bon, à ce moment-là, on ouvre la charnière, on décomprime, on voit l'arachnoïdite, on la dissèque, mais on s'attend tout de même à ce qu'il y ait plus de persistance de symptômes à distance de l'intervention. Après, vous parliez tout à l'heure d'arachnoïdite lombaire ou spinale. Il peut y avoir eu un épisode infectieux ou un épisode hémorragique ou traumatique qui peut effectivement créer cette arachnoïdite, qui fait que ça risque d'être associé à une persistance de symptômes. On va revenir sur les questions qui sont posées en direct. Effectivement, ce qui est relaté, hein, mais là, je ne sais pas si on pourra avoir les réponses, c'est que les médecins généralistes ont une méconnaissance de cette pathologie. Comment faut-il faire comme soins et de rééducation? Dans mon cas, la rééducation est grave et mon état, et je suis perdue. Que dois-je espérer de la rééducation? C'est Sonia qui pose cette question. Alors, il y a en général les causes un petit peu d'échec pour les malades, c'est la persistance de douleur, c'est la perte d'autonomie, et puis de sentir aussi qu'en face, l'équipe médicale, elle est un peu désarmée ou elle ne répond pas. Donc, oui, la rééducation pour l'entretien, ça reste tout à fait important. Il faut essayer de rester dans la mesure du possible, hein, dans une vie la plus active que possible, mais on sait bien qu'on risque fort d'être perturbé sur le plan de l'activité professionnelle, sur le plan de la vie sociale, familiale, etc. Donc le médecin traitant, ça reste le pilier, parfois le centre antidouleur, le kiné, la rééducation, et puis oui, ensuite un petit peu le centre, entre guillemets, hein, un petit peu de compétences, de référence à proximité du domicile, et puis l'association, et puis les conseils entre patients, hein, clairement. Alors, ce qu'on se rencontre, hein, même si effectivement, alors il y a des phénomènes importants, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur l'association, c'est que les patients qui vont bien, et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier tous ceux qui ont été opérés et qui vont très bien et qui ne sont pas là ce soir et qui ne sont plus dans l'association. Et moi, quand un patient quitte l'association en me disant écoute, je vais mieux, eh bien à la limite, je suis content. Enfin, je ne sais même pas, à la limite, je suis contente, je me dis tant mieux. On oublie le mauvais épisode
et les patients en partent. C'est pour ça qu'il y a une grande proportion de patients. Toutes nos études portent sur pour une dépression, mais certains antidépresseurs, ce qu'on appelle les IRSNA, ont l'indication douleur neuropathique. Et c'est pour ça qu'ils vous sont donnés. Mais ils n'ont pas, c'est pas comme un Doliprane en quelque sorte, qui marcherait, mais qui ne marche pas. Il faut avoir quelques jours avant de pouvoir avoir les résultats. Et parfois, pendant ce laps de temps d'habituation, en quelque sorte, il y a quelques effets secondaires sur lesquels il faut passer. La prise en charge de la douleur n'est pas une chose simple. Hein. On fera sans doute aussi un webinaire avec Nadine Attal là-dessus. Les douleurs neuropathiques ne sont pas des choses simples. Maintenant, je dois souligner que dans les patients, les adhérents qu'on a ou non-adhérents qui se manifestent, on voit des gens qui font des projets extraordinaires avec de la douleur, qui continuent à avoir une activité importante avec de la douleur. Croyez bien que là, j'ai un bras dans le pot-au-feu comme vous. Hein. Malgré tout, ils continuent. On voit des personnes qui ont écrit des livres, des gens qui sont... Enfin, on a Nadia qui est en train de faire une BD. On a une personne là, qui a monté le Kilimandjaro. Enfin, vraiment, il faut aussi... Enfin, c'est facile à dire. Hein. Je sais bien que parfois, on est harassé par la douleur et la fatigue. Mais c'est tout le but même aujourd'hui des techniques de réalité virtuelle ou autres techniques qui sont en train de se développer. Il ne faut pas les rejeter. Mais c'est vrai que comprendre la douleur, c'est un phénomène qui peut aider aussi à cela. C'est pour ça qu'on a, nous, des groupes. Alors c'est vrai que le Covid, malheureusement, a cassé notre élan d'avoir beaucoup de rencontres. Et les gens nous disaient que la rencontre, de voir un père et de pouvoir parler à un père, enfin PAIR, hein, c'est quelqu'un qui a les mêmes douleurs, pouvoir lui expliquer quelle est sa vie avec cette douleur, c'est important. Et c'est pour ça qu'on a des rencontres. On va sans doute établir au niveau de l'association des cafés Zoom pour pouvoir faire des petits groupes de discussion. On essaye de vous mettre en contact, hein, des personnes qui vivent la même chose au même moment, avec le même âge. Voilà un petit peu comment il faut faire. Je sais pas, c'est un point important. Dans toutes les pathologies, c'est important de se rencontrer entre malades. Alors je vois d'ailleurs, il y a une question, comment adhérer à l'association, donc en allant sur le site Apaiser. Je rappelle que le colloque, c'est donc le 2 avril. Alors, avril. Pour les personnes qui habitent la région parisienne, il est possible de venir au colloque, uniquement au colloque. Après, il faut aller aussi sur notre site, hein, il y a tous les systèmes d'hébergement. Et effectivement, ce temps de rencontre, hein, bien sûr, il y a le colloque, il y a les échanges qu'on va avoir avec Fabrice Parker, Steven Nafo, Christian Marchand qui est le coordonnateur du conseil scientifique, et puis Frédéric Piriou qui est notre chef de projet sur le fameux Vivre avec, qui va venir nous donner les résultats des enquêtes sur lesquelles vous avez répondu à 8 enquêtes là, sur le dernier trimestre. Mais ce temps-là est important, mais ce qui est important, c'est tout le temps dans les couloirs à parler avec quelqu'un qui vous ressemble. Et ça, c'est pour ça que c'est important la présence aussi, même si ce colloque sera bien sûr diffusé en direct. Alors je vois qu'il y a de nouveau des questions qui nous apparaissent. Donc Neila, une hydrocéphalie qui vient 3 ans après une opération de Chiari, avec une ventriculo-cysternostomie qui est prévue la semaine prochaine. Quelles peuvent être les causes d'une venue tardive de cette hydrocéphalie? Alors, il y a plusieurs causes possibles. C'est vrai que le Chiari peut parfois s'intégrer avec d'autres petites anomalies, entre guillemets malformations. La principale étant, par exemple, la sténose de l'aqueduc de Sylvius. Donc, en fait, c'est le petit canal qui fait communiquer le 3e et le 4e ventricule. Il communique un petit peu moins bien. Du coup, il peut y avoir une dilatation des 3 ventricules accessible à cette intervention de ventriculo-cysternostomie. Donc ça peut être l'une des explications. L'autre explication est que c'est plutôt le 4e ventricule qui peut être un peu oblitéré au niveau de sa sortie, de son efférence. Donc c'est ce qu'on appelle à ce moment-là une imperforation du Magendie. Voilà, c'est, je dirais, les 2 principales étiologies comme ça. Après, ça peut être une question d'arachnoïdite aussi. Donc c'est vrai qu'on pensait avoir la paix, et puis non, il y a encore autre chose un petit peu qui arrive. Voilà, donc c'est une intervention qui marche bien là, la ventriculo-cysternostomie. Oui, alors je vois une personne qui dit être c'est Sandrine, hein, qui nous dit être claustrophobe. On va pouvoir on va essayer de ne pas faire tout sauter parce que
on a peur que ça saute encore. C'est vrai que on a parfois cette question, les personnes qui sont claustrophobes et qui du coup ne font pas d'IRM. Il y a peut-être la solution de trouver une prise en charge par hypnose. Peut-être, c'est malheureux, parce qu'on connaît une ou deux personnes qui l'ont fait. Malheureusement, l'hypnose parfois est pratiquée en libéral, n'est pas remboursée, et c'est un souci. Mais c'est un peu dommage quand même de ne pas pouvoir faire de contrôle. Oui, alors il y a des IRM ouvertes, bien sûr, qui sont quand même plus faciles que les IRM standards pour les gens qui sont claustrophobes. Après, c'est vrai que certains d'entre vous ont leurs habitudes avec tel radiologue ou tel radiologue qui fait un petit peu plus attention, ou manip radio. Ensuite, effectivement, un petit peu d'hypnose, et éventuellement le médecin traitant peut prescrire un petit relaxant, et à ce moment-là, il faut se faire accompagner pour passer l'examen. C'est vrai que ça dépend un petit peu de la situation de la syringomyélie ou du Chiari. 4 ans, c'est quand même bien de réactualiser les contrôles peut-être un petit peu plus souvent. Alors c'est Stéphanie qui pose une question. Est-ce qu'un Chiari peut-il rester stable toute une vie lorsqu'il n'est pas de naissance? Alors les Chiari pas de naissance, qu'est-ce que... Non, alors là je pense que en fait on sait maintenant du fait des études échographiques obstétricales in utero qu'il peut y avoir l'anomalie complète myélo-méningocèle et Chiari, où à ce moment-là c'est un Chiari qui accompagne l'anomalie dysgraphique qui est tout à fait en bas, mais qu'il n'y a pratiquement pas, voire jamais, pratiquement jamais, de Chiari isolé in utero sur les études échographiques obstétricales. Et que c'est vraiment au moment de la venue au monde que l'anomalie se met en place. Et c'est vrai que, en règle, un Chiari, il va rester, il va pas bouger. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une inquiétude dans la terminologie utilisée. Mes amygdales sont descendues de 5 mm au-dessous de la ligne de Chamberlain. Et puis sur l'IRM d'après, 18 mois plus tard, les amygdales sont à 6, 7 mm, 8 mm au-dessous de la ligne. Elles continuent à descendre. Non. En réalité, elles vont toujours rester au même niveau. Après, c'est une question de mesure et une question de conditions d'examen. Je dis ça en général, il y a des situations qui effectivement échappent à cette règle-là, bien entendu. Mais en général, pendant toute la vie, on va rester à peu près au même niveau de position des amygdales cérébelleuses. Moi, j'aime pas du tout cette terminologie descente parce que ça ne correspond pas du tout à la réalité. On a toujours peur quand on vous parle de descente qu'elles finissent par tomber. Une chaussette. Mais pas du tout, voilà, exactement. Mais pas du tout. Elle reste au même niveau. Elle reste au même niveau. Une personne qui nous dit, alors c'est Mégane qui dit je suis opérée de Chiari depuis 2019, sauf que ma syringo a beaucoup grossi. J'ai été voir un référent à Bordeaux qui veut absolument m'opérer et mon neurochirurgien de Poitiers me dit d'attendre que je vais très bien. Mais j'ai une très grosse syringo, alors là je ne sais pas qui écouter. Oui, mais probablement que les deux ont un peu raison, c'est-à-dire que c'est le verre à moitié vide et à moitié plein. S'il y a une malformation de Chiari avec une grosse cavité syringomyélique, eh bien, on a tendance à proposer l'opération. Maintenant, si vous n'avez pas beaucoup de symptômes, c'est compliqué, effectivement, de proposer l'opération, d'annoncer qu'il y a quand même quelques risques. Elle a déjà été opérée une fois, apparemment. Ah, pardon. Oui, elle a été opérée une fois du Chiari, donc redéveloppe. Non, je ne crois pas. Ah si, je suis opéré du Chiari, d'accord, excusez-moi. Ouais. D'accord. Donc la syringo a beaucoup grossi. Donc effectivement, voilà, le problème c'est que quand on voit une syringomyélie qui se développe, on est inquiet de voir apparaître des déficits neurologiques. Donc on se dit, il vaut peut-être mieux vous réopérer avant qu'il y ait des déficits neurologiques qui surviennent. Maintenant, si vous n'êtes pas trop gêné et que vous êtes toujours très très active, eh bien oui, c'est une décision qui est compliquée et un autre chirurgien peut dire écoutez, on va attendre un petit peu, voir si vous êtes très gêné ou non. Donc c'est clair que ça fait partie des discussions et c'est des situations où c'est pas mal de prendre deux avis effectivement pour se faire son opinion. C'est gentil là d'avoir le commentaire de dire oui, on travaille en fait depuis
des années maintenant en partenariat en fait la filière, le centre de référence, la filière, les associations de patients. C'est vrai qu'on doit être repéré puisqu'on m'avait demandé moi de faire mon témoignage au moment de la manifestation CARE qui regroupait tout ce qu'on veut pour les années à venir dans la maladie rare, de ce qu'on faisait ensemble pour l'expliquer à d'autres centres et à d'autres associations. Donc effectivement, on essaye de faire le mieux, mais bon, on sait qu'il y a beaucoup de travail et qu'on n'a pas les solutions à tout. Est-ce qu'une cavité peut se déplacer ? Alors je reviens sur la question précédente. Moi j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec APZ, surtout depuis que Mado et tout le bureau qui est en place là a pris l'association en main. Et pour nous, c'est un moteur considérable d'être stimulé ainsi. Alors, est-ce qu'une cavité peut se déplacer ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien voir la moelle, c'est cette espèce de cordon, et à l'intérieur du cordon, il y a un potentiel de canal qui ne demande qu'à se dilater, tantôt au niveau cervical, tantôt un petit peu au niveau dorsal. Oui, la cavité peut se déplacer, il ne faut pas forcément le voir toujours comme quelque chose de péjoratif, parce qu'en fait, si on faisait une IRM, je dirais une fois par semaine, on se rendrait compte qu'au niveau cervical, de temps en temps, ça se dilate un peu, puis ça s'affaisse un peu. Au niveau dorsal, ça se dilate un peu, ça s'affaisse un peu. Voilà, il y a une répartition du liquide qui, effectivement, peut se faire un petit peu sur les différents segments de la moelle cervicale dorsale. On a une question, c'est une question qu'on a de temps en temps, ça, sur les otites à répétition. Est-ce que ça peut être lié au caries ? Enfin, en tout cas, j'ai eu un médecin, un spécialiste qui m'a écrit là, parce que sa nièce avait un carie et qu'elle avait des écoulements de l'oreille. Est-ce que ça peut être lié, ce genre de choses ? Le liquide ne peut pas sortir par l'oreille, on est clair. Le liquide céphalo-rachidien. C'était la question. Non, a priori, non. Non, les acouphènes, ça accompagne assez volontiers les malformations de carie ou les décompressions. Mais a priori, les otites, non. Alors, Angèle, donc 2 opérations en 2 mois pour ma fille de 8 ans, carie et syringomyélie. Alors, c'est un enfant, donc on refera une séance pour les enfants avec les neurochirurgiens pédiatriques, parce que la situation est différente un peu chez les enfants. Non, c'est... Oui, non, disons que oui, voilà, nous, on a moins l'habitude des enfants, mais n'empêche qu'on se rend compte qu'il y a tout de même tout un panel de difficultés et de réponses thérapeutiques qui sont communes à la fois à la pédiatrie et au monde adulte, surtout qu'il y a un certain nombre de jeunes adultes qui ont développé la maladie étant grands enfants. Quoi. Alors, je vais répondre. Oui, il y a ce qu'on appelle dans les écoles des PAI. Donc, protocole, je ne suis pas capable de dire quelle est la signification du sigle. Et effectivement, c'est une demande à faire à l'école. Alors, nous, au niveau de l'association, on fait des lettres pour expliquer ce que l'enfant peut ressentir. Ce conseil aussi, c'est à l'occasion d'une journée du handicap, où il y a beaucoup d'écoles qui font ça, on a un dessin animé qui explique ce que ressent l'enfant. Et généralement, ça permet d'avoir une meilleure acceptation. Mais on peut demander un PAI pour l'enfant, c'est-à-dire qu'il va y avoir une adaptation avec une possibilité de l'enfant de s'allonger. Certains enfants récupèrent, on ne sait pas pourquoi, pourtant 95% des enfants vivent très bien le suite opératoire, et puis on a 5%, et c'est connu, qui restent avec une fatigue et des douleurs plus importantes. Donc on a aussi un petit livre que vous pouvez voir sur notre site et qu'on peut vous fournir. On fait également des lettres pour l'enseignement supérieur quand il s'agit de récupérer des ordinateurs, par exemple, pour les personnes qui ont du mal à écrire. On sait qu'il y a pour les examens, effectivement. Mais alors, pas tous les enseignements supérieurs. C'est compliqué. Là. On a un millefeuille administratif quand même, mais on fait des lettres, oui, effectivement. Mais ça, c'est toute la problématique du handicap dit invisible. Et il ne faut rien lâcher, il faut être persévérant. Et c'est vrai que chaque petit pas que vous ferez faire au lycée, à l'université, ce sera utile pour les autres également. Donc,
Et comme le handicap, c'est un combat vraiment au quotidien. Au quotidien. Alors, c'est Brigitte qui, merci Brigitte de nous le dire, ces projets d'accueil individualisé, effectivement, pour les enfants. Mais à l'année, j'en fais 3 ou 4 lettres en expliquant vraiment le vécu de l'enfant. Il faut m'expliquer son vécu et moi je vais pouvoir dire pourquoi il a ce vécu-là. On aime bien, en fait, je l'ai expliqué dernièrement dans un congrès de neurochirurgie, on a des enfants devenus adultes qui nous racontent ce qu'ils ressentaient quand ils étaient enfants et qui ne pouvaient pas le dire. Et ça, c'est important pour nous aussi, parce qu'on peut le relater dans les lettres. Et généralement, ça nous arrive régulièrement d'avoir des réponses de remerciements des directeurs d'école d'ailleurs, qui disent « j'ai compris enfin ce que l'enfant ressentait ». Donc il ne faut pas hésiter à nous demander. Alors il y a une question, est-ce que tel CHU est compétent pour me prendre en charge? La réponse, elle est oui. En France, on a vraiment une chance incroyable d'avoir des CHU qui sont de très très grande qualité en neurochirurgie en général. Et dans le cadre de l'activité neurochirurgicale, n'ayez aucun doute, Chiari et Siringo-Mieli, ça intéresse les services de neurochirurgie. Ils sont très au fait, très compétents. Et il n'y a vraiment pas du tout d'inquiétude. Et moi, je reste tout à fait étonné par le fait qu'il y a beaucoup d'échanges et qu'on reçoit des demandes d'avis et qu'on demande des avis et que les équipes, elles communiquent entre elles. Et surtout, il faut être transparent. Si vous voulez un deuxième avis, il n'y a pas du tout de difficulté. Mais on a cette chance en France, vraiment. Je vois qu'il y a une question de Jérôme sur les ondes électromagnétiques. Je pense que ça serait une question pour Nadine Attal, avec qui on va essayer de faire aussi un webinaire, parce que c'est un sujet là que je ne sais pas si... Alors oui, ça, moi je ne connais pas très très bien. Il y a un champ d'investigation qui est considérable. Ce qu'on peut dire, c'est que oui, il y a des protocoles de recherche que mène par exemple Nadine Attal, mais un certain nombre de centres antidouleurs sur la RTMS, la stimulation magnétique transcrânienne, avec des vraies réponses quant à la douleur neuropathique pour certains patients. Et c'est vrai que alors se pose la question de l'effet des ondes électromagnétiques dans notre environnement. Et que voilà, il y a une vraie question et que je pense que si vous ressentez qu'à proximité de certaines antennes, vous ressentez un certain nombre de choses, il faut essayer d'avoir une approche au maximum cartésienne, mais voilà, il faut probablement que ça intervient d'une façon ou d'une autre. Alors, Teresa, non, on n'a pas répondu. C'est au moment de la coupure tout à l'heure qu'il y a eu on a vu le début de la question et pas le reste. Donc, c'est par rapport à un enfant qui a eu... y a-t-il un lien entre Chiari et instabilité cervicale? C'est une question qu'on a souvent aussi, celle-ci. Oui, alors... Bon, il faut bien voir que le Chiari, c'est, je dirais, la partie émergée de l'iceberg, et donc c'est derrière que ça se passe. Mais la charnière crânio-cervicale, elle a une composante osseuse qui est en avant, antérieure. Et de temps en temps, il y a d'autres anomalies qui sont associées au Chiari et qui se situent en avant, comme l'invagination basilaire ou comme l'instabilité occipito C1 ou l'instabilité C1, C2. Alors, quand on parle d'instabilité, il y a l'instabilité clinique et il y a l'instabilité radiologique. Il vaut mieux se focaliser sur l'instabilité radiologique et clinique, où à ce moment-là, on fait faire des scanners ou des radios, mais des scanners dynamiques, flexion, extension, pour voir comment en fait les vertèbres bougent l'une par rapport à l'autre, dans le cadre d'une recherche d'une instabilité cervicale. Donc oui, c'est une vraie problématique, heureusement assez rare, mais je dirais qu'il y a certaines équipes, en particulier aux États-Unis, qui ont tendance à être un petit peu excessifs par rapport à cette notion d'instabilité cervicale et à vouloir fixer de façon probablement un petit peu excessive un certain nombre de patients. Ensuite, il y a une autre problématique qui est celle de la véritable instabilité ligamentaire que l'on peut retrouver dans certaines maladies comme l'Ehlers-Danlos. Mais voilà, c'est beaucoup plus complexe.
Ah oui, alors Ondine est en Belgique, hein, je pense. Alors, il y a eu on ne va pas pouvoir répondre sur une consultation, mais donc il y a eu une opération en 2019 avec une forte symptomatologie, déglutition très problématique, c'est de l'ordre de 20 à 30 fois par jour, allant jusqu'à 20 secondes. Et depuis malheureusement, la symptomatologie est toujours là, hein, j'ai l'impression. Mon dernier rendez-vous, on m'a dit que c'était comme ça que je devais vivre avec. C'est toujours le vivre avec, en fait, hein, il y a des symptômes sur lesquels... Alors, je vois effectivement là que vous avez prévu de prendre rendez-vous avec un éminent collègue, donc il faut consulter et éventuellement quand on est dans une situation vraiment d'échec, il faut prendre un second avis et puis confronter un petit peu les avis. Mais on sent bien que votre situation, elle est un petit peu plus compliquée, puisqu'il y a eu cette première intervention, qu'il n'y a pas le résultat qui est attendu. Vous indiquez une petite poche de LCR, donc la question est probablement est-ce qu'il faut réintervenir ou non sur cette poche de LCR, voir quelle est la gêne, quel est le déficit neurologique. Donc oui, à ce moment-là, ça soulève la question du bilan qu'il faut faire face à, entre guillemets, un échec. Donc c'est là où on refait parfois un scanner dynamique, où on regarde s'il y a une méningocèle, où il faut revenir sur la première IRM du départ pour voir un petit peu dans quel registre exactement est-ce qu'on se situait. Vous ne travaillez plus depuis l'opération à cause de troubles cognitifs fort handicapants. Voilà, donc oui, il faut certainement revoir un petit peu l'ensemble de la situation, voir si la réponse elle est chirurgicale ou non chirurgicale, hein, parce que la chirurgie ne peut pas tout, bien entendu, quoi. Mais votre démarche, elle est tout à fait adaptée à la situation. Alors, en fait, là, vous parlez de la Belgique, mais il faut savoir quand même que souvent, on a ces réflexions, en particulier sur les réseaux sociaux, les médecins devraient parler entre eux. Mais ils parlent entre eux. Ils parlent entre eux, tout à fait. Non, mais c'est donc, clair. il faut savoir déjà qu'au niveau du centre de référence et avec le réseau de référence en France, mais même avec les autres neurochirurgiens, vous organisez ce qu'on appelle des RCP. Les patients ne savent pas tellement ça. Voilà. Donc tout à fait, on organise une réunion de concertation pluridisciplinaire nationale qui est une fois tous les 2 mois, où en fait on se réunit entre chirurgiens ou neurologues qui sont intéressés, qui ont des dossiers entre guillemets un petit peu compliqués, pour donner des avis. Donc dans l'équipe, c'est Steven Knafo qui centralise les demandes. Alors c'est vrai que c'est des réunions de concertation pluridisciplinaire où on échange entre praticiens. Pour l'instant, on ne l'a pas ouvert à une espèce de consultation médicale en ligne, mais vous pouvez toujours demander à votre chirurgien de soumettre un dossier tel que celui-là. Les échanges, ils sont nombreux. Pour vous donner un exemple, dans le service ici, comme dans tous les services de neurochirurgie, il y a des jeunes qui viennent de Belgique, en l'occurrence, d'Italie ou d'Espagne, se former, échanger. Et puis il y a les congrès qui font que... Il y a des très très bonnes équipes en pointe sur la question de Chiari Syrinx sur Bruxelles, notamment. Alors... Y a-t-il beaucoup de méningite post-opératoire ? Non, fort heureusement. Ça reste de l'ordre ou inférieur à 1% dans le cadre d'une décompression pour Chiari. Voilà, je crois que c'est vrai qu'on va remonter si on n'a pas oublié quelques-unes. Alors c'est Jérôme qui parle de la RTMS, où il dit elle est efficace au début et plus maintenant. Bon, c'est toujours les échappements qu'on a sur les traitements. Malheureusement, on connaît ces phénomènes, quel que soit le traitement d'ailleurs. C'est le problème des douleurs neuropathiques. Et sur
les difficultés qu'il y a à prendre en charge les douleurs neuropathiques. Alors j'en discutais encore ce week-end avec quelqu'un qui était proche de quelqu'un, son épouse en fait avait une douleur neuropathique et il disait mais il ne cherche pas. Étant donné le marché de la douleur neuropathique, dites-vous bien que les laboratoires cherchent, mais le problème c'est que à chaque fois qu'il y a une molécule qui arrive, elle passe pas la phase de soit à cause de l'efficacité, soit à cause des effets secondaires, c'est-à-dire les essais sur l'animal fonctionnent, les essais en in vivo fonctionnent, in vitro fonctionnent, mais on n'a pas chez l'humain, c'est pas possible de le sortir. Oui, alors une question de Nadège là sur Chiari avec spina. Voilà, donc Nadège, vous avez un Chiari type 1, votre fils de 20 ans, on a découvert un spina bifida qui a une relation, on sent bien qu'il y a une petite tendance au dysraphisme peut-être dans la famille, mais elle est pas forcément du tout génétique. Hein. Bon, on sait qu'il y a 3% un petit peu des 3-4% des familles hein, qui peuvent, des gens qui ont, pardon, un Chiari ou une syringomyélie qui peuvent être dans un contexte familial. Alors, Cécile, une question très pratique. Là, ma fille a eu une paralysie faciale suite à son opération avec pose de stent. Est-ce un échec chirurgical? Alors, bon, d'abord, la notion de stent, elle pose question. Historiquement, ce qu'on appelle les stents, c'est ces espèces de chaussettes qui vont s'expandre, qu'on met dans les vaisseaux, dans les artères et dans les veines. Je dis ça parce que dans le cadre des hypertensions intracrâniennes bénignes, on pose des stents dans les sinus veineux. Sigmoïdes, ce sont des stents. Alors, certains chirurgiens vont parler de stents, mais stents, à ce moment-là, c'est des cathéters, hein, c'est des petits tuyaux, c'est des bouts de élastiques. Alors, en général, le stent, il est positionné entre le quatrième ventricule et puis les espaces sous-arachnoïdiens, et au niveau du plancher du quatrième ventricule, oui, il y a le noyau du nerf facial, et le noyau du nerf facial, il peut être un petit peu irrité par le stent. Donc là, c'est malheureusement embêtant, bien entendu, pour votre fille. Est-ce que ça régresse? Est-ce que ça régresse pas? Voilà, donc faire de la kinésithérapie, c'est très important. Protéger l'œil si jamais la paupière se fermait moins bien. On va remonter encore. Ah, donc là, c'est pour le livre. Pourquoi notre maladie est aussi mal prise en charge et si peu connue? Alors, si peu connue, mal prise en charge, je laisserai sur par cœur répondre, mais si peu connue, il y a 8000 maladies rares. Voilà. Donc, effectivement, souvent on me dit, oui, mais pourquoi il n'y a pas, on ne fait pas, comme pour les cancers et tout ça. Il faudrait 8000 jours pour les maladies rares dans l'année pour que chaque maladie rare ait son jour. Et effectivement, on est à 13 000 environ patients en France qui ont une malformation de Chiari, 6 000 une syringomyélie, il y a 200 000 médecins. Autant dire qu'il y a des médecins qui ne verront jamais dans leur carrière une pathologie, ne verront jamais une malformation de Chiari. Là où par contre on se bat avec l'Alliance Maladies Rares en particulier, c'est qu'un médecin qui a ce diagnostic qui arrive, qu'il sache orienter. Parce que, et en ce moment, l'Alliance fait des tournées tous les jeudis soirs là, sur toutes les régions de France pour les médecins généralistes, pour leur dire, la culture du doute, c'est-à-dire quand un patient vient avec une symptomatologie et qu'on n'arrive pas à l'expliquer, pas se dire que c'est dans sa tête, mais se dire, et si c'était une maladie rare? Et il n'y a pas que les malformations de Chiari, il y a d'autres pathologies, et qui ont parfois d'ailleurs des symptômes assez semblables aux nôtres. Et puis, d'autre part, qu'ils sachent qu'il y a un plan maladie rare, et que dans ce plan maladie rare, il y a des centres de référence, et il y a des filières pour orienter les patients, et non pas et on le voit encore, moi, régulièrement, j'ai des demandes de patients qui ont été orientés
qui reste encore parfois 2 ans avec un neurologue et qui ne sait pas qu'il faut qu'il oriente vers un neurochirurgien. Donc ça, c'est vrai que c'est une bataille au quotidien. On a progressé malgré tout. Hein. On voit de plus en plus de patients on voit bien que l'errance médicale régresse, mais malgré tout, effectivement, c'est un combat qu'on mène, qui est le premier combat de l'Alliance Maladies Rares aujourd'hui. Dernière question, c'est Sandrine qui pose une question sur les engourdissements fourmis sur le côté du visage. Avant, c'était par période. Oui, c'est des choses... Alors, oui, fourmis des mains et des pieds, ça c'est relativement classique. C'est vrai que c'est le plus souvent intermittent quand c'est provoqué par le chiari. C'est parfois plus volontiers permanent quand c'est provoqué par une syringomyélie. Le visage, par contre, c'est plus rare, beaucoup plus rare. Et ça peut correspondre à des syringomyélies qui sont plutôt cervicales haut. Mais voilà, quoi, alors c'est comme beaucoup de choses en neurologie. On ressent des choses, on se demande mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ce que je ressens, non, voilà, si vous le ressentez, c'est qu'il y a quelque chose et que ça correspond à une réalité, bien sûr. Alors on voit qu'il y a 3 derniers commentaires. Nadège pense qu'elle viendra au centre de référence puisqu'elle là elle voit un neurologue et après elle se posera la question. Okay. Voilà. Alors à partir de combien de centimètres de descente de l'amygdale considérez-vous qu'il y a un chiari? Car vous avez vu plusieurs chirurgiens, ils n'ont pas l'air d'être tous d'accord. Alors ça c'est un énorme débat. Il n'y a pas de définition. Enfin moi j'en ai pas trouvé. Certains vont dire que c'est à partir du moment où entre guillemets le positionnement de la partie basse des amygdales cérébelleuses est à 5 mm, certains disent 3 mm, d'autres 5 mm, mais plutôt 5 mm, au-dessous de cette fameuse ligne de Chamberlain. Mais d'abord, il ne faut pas oublier que la position des amygdales est un petit peu variable en fonction de l'âge aussi, ça on le sait, et avec l'âge, elle a tendance un petit peu à remonter, ce qui est plutôt une façon optimiste de voir les choses. Après, je dirais que c'est un ensemble, c'est le côté un petit peu de plénitude de la fosse postérieure, de la jonction crânio-cervicale, du foramen magnum, du ratio entre contenant-contenu, de cette impression d'impaction tonsillaire, tonsille, donc amygdale cérébelleuse, et puis des symptômes qui vont avec. Parce que dès qu'on va retrouver des symptômes typiques, on sent bien qu'on va être dans ce registre-là. Par exemple, avoir mal au niveau de la nuque dès qu'on rit, ça c'est quelque chose d'assez pénalisant, d'assez caractéristique. C'est Cécile qui demande, une fois qu'on a été opéré et qu'il reste des symptômes qui voient, les douleurs, c'est les centres antidouleurs. Si vous en avez un dans votre coin. Il ne faut pas négliger qu'il y a... Alors, on a toute la liste sur le site Apaisé, dans les professionnels de santé. Il ne faut pas négliger qu'il y a des centres antidouleurs dans des CH périphériques qui sont très bons, où on a des gens très à l'écoute. Parfois, on a tendance à vouloir venir sur les CHU, mais si vous habitez dans des départements où vous n'avez pas de CHU, vous pouvez avoir un très bon centre antidouleur périphérique avec des médecins qui essayent de trouver des solutions et qui sont très organisés aussi en société savante, de la même façon que dans toutes les pathologies. Après, il y a les centres de rééducation fonctionnelle. C'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué parce qu'ils sont en train de gérer le post-Covid avec toutes les rééducations des réa et on a beaucoup d'échos de retard de prise en charge dans les centres de rééducation fonctionnelle. Alors j'ai vu une question, plutôt que de parler de malformation, ne vaut-il mieux pas parler d'anomalie de Chiari? Moi je milite pour ça depuis très très longtemps. Déformation ou anomalie de Chiari, c'est certainement la meilleure terminologie. Ensuite une autre question, est-ce que les amygdales vont remonter après l'opération? Alors c'est là où non, les amygdales en fait elles vont rester en position, mais il y aura plus de place. Et donc elles seront moins contraintes et on espère qu'il y ait une amélioration des symptômes et on n'est plus à même de pouvoir retracer cette fameuse ligne de référence puisque la partie toute basse et antérieure de l'écaille occipitale, elle aura été enlevée, elle aura été réséquée. Donc c'est pour ça que
l'on n'évalue pas l'éventuelle remontée des amygdales cérébelleuses après l'opération, mais je pense que descente et remontée, ce n'est pas une bonne terminologie, ça induit trop en erreur. Alors, pour répondre à la question de Laura, là, qui demande qu'il faudrait un protocole, il existe le protocole. Il a été publié par l'HAS au mois d'août d'ailleurs. Ça s'appelle un PNDS, c'est-à-dire un protocole national de diagnostic et de soins, qui a été écrit à la fois par le centre de référence, un centre de compétences, plusieurs membres de centre de compétences, et l'association aussi d'ailleurs en a fait la relecture. Notre médecin coordonnateur fait la relecture de la partie pour le médecin généraliste, parce qu'il y a une partie dans ces PNDS pour le médecin généraliste. Donc ces protocoles existent, et ils sont publiés par l'HAS. Et sur la syringo, il existe, les fentes médulaires, fentes médulaires syringo, il existe, et effectivement, il existe aussi pour la malformation de Chiari. Donc, il faut dire à votre médecin généraliste, je passe régulièrement le lien de consulter le site de l'HAS, et il verra ce qu'il doit faire face à une malformation de Chiari, quel est le centre vers lequel rajouter. C'est très protocolisé en fait, la maladie rare. Et il y a beaucoup de budget de dégager pour cela. Donc, oui, est-ce que l'hypnose peut... Alors, c'est peut-être Sylvia qui aurait pu répondre à ça, mais c'est vraiment rare. Mais est-ce que l'hypnose peut aider pour les douleurs? En tout cas, il y a des patients qui disent l'hypnose, alors soit qu'ils le font dans des centres antidouleurs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place, soit qu'ils le font dans le libéral, mais c'est pas pris en charge. Effectivement, ça peut soit soulager les douleurs, mais dans le chronique, c'est surtout prendre du recul par rapport à la douleur. C'est aussi une technique à essayer, comme certains. Enfin, chacun doit trouver un peu sa technique en fait dans la douleur. Ma question. Alors une question, est-ce qu'une syringomyélie peut disparaître? Oui, elle peut disparaître spontanément. C'est à peu près 4% de l'ensemble des syringomyélies. Et on est toujours très étonné quand on le confirme, quand on le voit. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on connaît tout à fait. C'est rare mais classique. Oui, alors effectivement, si vous avez perdu votre CDI, c'est que vous avez dû être licencié pour une incapacité. Il faut, si les symptômes aussi ont disparu, effectivement, il ne faut pas renoncer à la vie. Il faut... Alors la cavité, elle peut s'affaisser, les symptômes peuvent persister. C'est donc ça. Voilà, c'est pas simple. C'est pas simple. Voilà. Et oui, Nadège, on a les listes sur notre. Selon vous habituez, vous aurez un centre antidouleur et n'allez pas fatalement chercher dans les CHU. Voilà, je vois qu'on a répondu. J'ai de plus en plus de symptômes. Ah oui, Sandrine, typiquement, elle a sa cavité est affaissée, mais elle a de plus en plus de symptômes. Donc effectivement, les centres antidouleurs sont là pour aider. J'ai déjà été opérée 2 fois, placée de la dure-mère, et malgré tout, c'est un échec. Mon neurochir préconise l'ablation des amygdales. Voilà, c'est la tonsillectomie, et donc c'est un geste qu'on garde assez volontiers un petit peu de dernière intention, mais ça fait partie un petit peu de la gradation thérapeutique classique, en cas d'échec notamment. Une sténose de la charnière peut-elle engendrer des fourmillements des membres et des picotements? Alors oui, la sténose de la charnière, quand il y a cette malformation de Chiari, que c'est à l'étroit, et bien c'est vrai que les amygdales, elles appuient sur le tronc cérébral et les voies sensitives postérieures, et que du coup, on peut avoir un peu de fourmillement dans les mains ou dans les pieds. Il y a d'autres causes, bien évidemment, de fourmillement dans les mains ou dans les pieds. On peut avoir un canal carpien ici, donc l'électromyogramme va indiquer que le canal carpien. On peut avoir une compression du cubital au niveau du coude. On peut avoir d'autres maladies, une neuropathie ou autre. Mais réponse oui, une sténose de la jonction crânio-cervicale peut générer des picotements. Oui, alors pour Laura, là, je remettrai demain sur la page d'Apaiser le lien pour le PNDS qui a été publié à l'HAS. Alors pour le Chiari, est-il reconnu comme un handicap par la MDPH? La MDPH reconnaît des handicaps, ne reconnaît pas des maladies. Quand vous posez un dossier, il faut bien expliquer quelle est la conséquence sur votre vie au quotidien. C'est-à-dire, je ne peux pas porter une casserole, je ne peux pas marcher plus de 100 mètres, je tombe, des choses comme ça. Mais la maladie en elle-même, parce qu'il y a un tas de personnes qui ont des malformations de Chiari et qui n'ont pas de symptômes handicapants.
Donc la maladie en elle-même n'est pas un handicap. Bien sûr, quand vous faites une demande de MDPH, il faut étayer la raison. Et bien sûr, vous pouvez joindre des documents qu'on tient à votre disposition. Mais c'est vraiment sur le handicap qu'il faut insister et non pas sur le nom de la pathologie. Parce que ça n'intéressera pas beaucoup la personne à la MDPH qui va consulter votre dossier. Donc c'est vraiment important de le faire comme ça. On a constaté chez ma fille, après 2 opérations sur l'hypophyse, on a constaté chiari chez ma fille après 2 opérations sur l'hypophyse. Oui, c'est probablement quand même une découverte un petit peu fortuite ou une conjonction de maladies, hélas, un peu fortuite, quoi. Ouais, il y a eu une descente de constater après la dernière opération. Là, on peut parler d'un chiari acquis à ce moment-là. Sur quelle situation? C'est la personne qui... Avec des... qui Non. suit, non. Non, je pense que c'est vraiment une conjonction de deux maladies. Très bien. Voilà, et on a sa descente. Que pensez-vous de la résection des amygdales cérébelleuses en seconde opération? Oui, c'est une bonne intervention. C'est vrai que ça conduit à réséquer un petit peu de parenchyme névraxique, qu'on hésite toujours un tout petit peu à faire, mais ça peut être une très bonne solution. Alors c'est vrai que Philippe nous parle d'un manque de force qui apparaît, oui, c'est les symptômes qu'on peut avoir, donc je suppose qu'il est opéré, que les fourmillements ont disparu, mais les douleurs et le manque de force sont apparus. Alors il y a Fabienne qui répond, je pense que sur la MDPH, elle dit oui, je l'ai obtenu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les MDPH sont départementales, donc ça dépend du département, et aucun cas ne ressemble à l'autre avec la MDPH. Et effectivement, c'était comment dire, une personne qui a bien écouté le dossier. Alors il suffit que dans ce département, ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de dossiers. Enfin, c'est les MDPH, et on n'est pas les seuls à le dire, toutes les associations de maladies rares en particulier sont vent debout sur ces questions-là. Mais oui, il faut bien poser son dossier, son premier dossier, bien parler de ses symptômes, avoir des bons certificats médicaux et éventuellement, nous pour les adhérents, parce que là ça nous engage quand on écrit des lettres d'accompagnement. D'autres... Voilà, donc il y a Siringo qui dit qu'effectivement elle a un traitement fort, elle va aux urgences quand rien n'est fait. Pas d'opération, de neurochirurgie vue. Alors effectivement, quand vous prenez la décision de ne pas faire d'opération, c'est qu'elle a été réfléchie. Oui, non, mais c'est... Voilà, quoi. Donc, parce qu'il y a des situations où nous, en tant que chirurgiens, on est convaincus qu'il n'y a aucune raison d'opérer. À ce moment-là, on dit... Il y a des situations où on se dit « Ah bah tiens, il y a un chiari qui est quand même important anatomiquement, mais la gêne ne paraît pas être trop importante », ou à ce moment-là, il faut bien peser le pour et le contre. Et puis des situations à l'inverse qui sont tout à fait claires, où il y a à la fois l'anomalie anatomique qui est importante et où l'examen clinique est perturbé, où à ce moment-là, on propose la prise en charge chirurgicale. Mais lorsque l'examen neurologique reste entièrement normal et où il y a des symptômes, et si la personne travaille, a une vie de famille, fait un petit peu de sport, c'est vrai que même s'il y a un chiari, on sait très bien qu'il y a des gens qui vont vivre bien malgré le chiari. D'autres, ce ne sera pas le cas. Et donc, il y a une question de où est-ce qu'on met le curseur, qui est celui de l'indication opératoire. Voilà, je crois qu'on va peut-être maintenant interrompre. Est-ce que... Merci en tous les cas, Rafik Mansouri, d'avoir réglé les problèmes de connexion. Avec nos excuses complexes. Pour ces problèmes de connexion que nous avons eu au départ. Prochain rendez-vous le 2 octobre, le 2 avril. Avril, à quelle heure? À 14h. Pour les personnes qui veulent être présentes, ça se passe aux Ulysses, près de Paris. Donc un colloque jusqu'à 18h, et nous aurons une retransmission en direct des questions et des débats.
Mais c'est vrai que rien ne vaut la présence parce que c'est bien, on peut parler à beaucoup de personnes et loin par ces systèmes-là, mais le côté humain des choses n'est jamais à négliger. Merci en tous les cas de votre présence et puis à votre écoute. Et puis on en refera un autre pour les enfants certainement, et puis aussi sur les douleurs plus particulièrement. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.